sonido. ¿Se han dado cuenta del sonido? El sonido, lo que se oye. Je suis Tony Ray, professeur à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Je suis géomorphologue. Je coordonne une équipe de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs de recherche qui vont travailler sur le Cumbre Vieja, sur l'île de La Palma. C'est un volcan qui est entré en éruption il y a un peu plus de 6 semaines et pour lequel nous allons étudier plusieurs aspects de cette crise éruptive. Plusieurs équipes universitaires, plusieurs laboratoires vont travailler ensemble sur différentes problématiques qui peuvent se détacher en plusieurs axes. Une partie qui va plutôt concerner le milieu physique, la géomorphologie volcanique, l'impact des retombées de cendres, l'impact des coulées de lave sur les bâtiments, sur les infrastructures. Une autre partie de l'équipe s'intéressera plus à la gestion de crise, l'alerte, l'évacuation des populations et enfin une partie de l'équipe s'intéressera au vécu de la population, à son ressenti pendant la crise éruptive et également pendant les semaines qui suivent cette crise éruptive qui n'est pas encore terminée aujourd'hui. Je suis Floris Parade, je suis enseignant-chercheur à Géosciences Montpellier et au département d'enseignement terre-environnement à Montpellier. Et on est ici à La Palma pour faire une petite étude pétro, géomorpho et aussi un peu tout ce qui est géographie humaine sur le volcan Cumbre Vieja qui est entré en éruption il y a à peu près 1 mois et demi. Donc à La Palma, on est sur un volcanisme effusif de type dynamisme hawaïen. On est sur un point chaud, donc c'est un grand panache montélique qui remonte depuis le manteau vers la croûte océanique et qui va former par fusion partielle ces basaltes très alcalins, très mafiques, très fluides, qui vont directement remonter comme ça vers la surface. Il n'y a pas de stockage et du coup on a quelque chose de très chaud et qui s'épanche sous forme de fontaines. Donc on a des fontaines, on a vu ces derniers jours des fontaines qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Et en parallèle, on a un écoulement de coulées très fluides, type coulées Paoé-Oé, qui vont faire plusieurs kilomètres de long et qui vont arriver jusqu'à la mer ici, qui vont finalement agrandir l'île pour s'épancher sous l'eau et former au tout début un petit phréatomagmatisme. Et puis finalement, si on va dans l'eau, on va retrouver des coulées qui vont s'écouler plutôt en style l'avant-coussin. Et qui vont agrandir comme ça la superficie de l'île. Et on a vu plus au sud qu'il y avait pas mal de villages qui étaient reconstruits sur les anciennes coulées, tout au bord de l'eau. On va aller un peu par là. Là, effectivement, on peut peut-être trouver. Si on fait effectivement l'analyse géochimique, comme on en discutait avec Floris, on peut savoir si ça, c'est la lave de cette éruption ou si c'est un produit d'altération, parce que la composition va changer. À mon avis, on aura des choses encore plus épaisses.
On se situe dans la caldeira de Taburiente, à environ 2300 mètres d'altitude. Donc normalement, on devrait avoir une vision assez claire de cette caldeira avec l'ensemble des barrancos qui forment un bel impluvium. Et si la dispersion des cendres et l'ensemble des aérosols du Cumbiaviera fait que nous avons une très faible visibilité, une visibilité qui est inférieure ici à 200 mètres, on peut voir donc ces panaches de cendres qui obstruent totalement la vision dans ce barrancos. Donc c'est une éruption qui est encore active actuellement. On voit des grands panaches de cendres et une dispersion assez importante de ces cendres qui va de cendres de petites scories qui sont à peu près centimétriques jusqu'à des cendres inframillimétriques, voire nanométriques. Et si on regarde un petit peu de près cette pétrologie, donc l'étude de ces basaltes, de ces laves, on a des compositions très sombres, très noires. Donc c'est des compositions très mafiques, des laves très fluides, avec plein de petits cristaux. Donc si on regarde un petit peu cette composition, donc on a quelque chose de très fin, avec des petits cristaux d'olivine et des petites larmes de pelée qui sont des petits verres trempés. C'est très fin, donc là on est sur du millimétrique. Et associé à ça, on peut avoir des petites scories qui sont des verres trempés, donc trempés dans l'eau. C'est des structures amorphes, très fibreuses, qui forment donc une structure assez légère finalement, mais très friable et qui se désagrège très facilement en microparticules. Des nanoparticules qui peuvent être un problème justement pour tout ce qui est inhalation au niveau des alvéoles pulmonaires. Comme ça. Ouais, on est pas mal comme ça pour progresser peut-être. Ouais, c'est bien. Je m'appelle Franck Lavigne, je suis professeur à l'Université de Paris 1 en géographie physique. Et on est ici sur l'île de La Palma pour étudier l'éruption du volcan Cumbre-Vieira. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on est en limite de zone d'accès du volcan, parce qu'il y a toute une zone interdite qui commence là jusqu'à plusieurs kilomètres. Et donc on utilise un drone pour pouvoir acquérir des images tant qu'on n'a pas des autorisations nécessaires. Et à partir de ces images, on a fait un vol d'une centaine de mètres d'altitude pour avoir quand même une bonne résolution d'image. Et l'intérêt du drone, c'est qu'ici on peut avoir des vues plongeantes sur les bananeraies dans un premier temps. Et on voit au premier plan ici que les bananiers ont été brûlés par les cendres de l'éruption. L'éruption, ça fait un mois qu'elle dure déjà, donc et elle continue. On voit encore le panache au fond. Donc l'idée, c'est de faire un transect jusqu'en direction des deux cônes qu'on voit juste en face. On vient de faire le tour, pas le tour, mais de dépasser le deuxième cône où on voit au fond des coulées de lave qui arrivent dans la mer et qui ont parcouru plusieurs kilomètres. Donc grâce à ce drone, on peut avoir une idée, faire un transect avec les enjeux qui sont menacés par l'éruption, l'aléa, les coulées de lave. On a survolé des serres de bananeraies qui sont recouvertes de cendres. Certaines se sont écroulées, d'ailleurs, se sont effondrées à cause du poids des cendres. Et à partir de là, en post-traitement, après, on va pouvoir faire plein de choses avec les images acquises, que ce soit des reconstitutions de volumes par photogrammétrie, que ce soit de la cartographie 2D toute simple, mais là, on les trouve largement sur Internet. Mais nous, on se focalise un peu plus pour cette étude sur l'impact de l'éruption sur les bananeraies, sur les bananes. Donc en fait, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est d'analyser toute la chaîne de la production partant des impacts et voir toutes les conséquences sur la production, voir la commercialisation et sur
sur l'aspect social, sur les travailleurs, qu'est-ce qu'ils vont, comment ils gèrent cette crise finalement. Quand tu as 300 mètres, là c'est normal, tu mets ça. Voilà. Effectivement, on utilise les drones de manière à être autonome sur l'auscultation aérienne des zones de catastrophe. Donc, entre autres, le drone est utile sur 3 phases de la crise. Déjà sur le phénomène en cours, ce qui nous permet bien sûr d'aller investiguer un volcan à distance sans prendre de risques. Ça nous permet aussi de pouvoir voir un petit peu les épaisseurs de cendres volcaniques sur les zones touchées, donc une estimation grossière. Sur l'après-crise, bien entendu, le drone permet de faire du relevé de dommages à des résolutions inégalées depuis les satellites, puisqu'avec des vols à 80 mètres, on est sur du 1 cm de résolution. On établit ensuite des typologies de dommages et on estime très finement l'impact matériel et éventuellement économique de l'événement. Et enfin, sur la 3e phase de la crise, qui est la reconstruction, le drone peut être aussi introduit à différents pas de temps pour suivre un processus de reconstruction d'un territoire. Donc là, on intervient finalement assez tôt sur la crise, puisque ça a commencé, je crois, vers le 20 septembre. Et on est tout début novembre. Mais il se pourrait bien que, compte tenu des quantités de cendres volcaniques déposées aux prochaines grosses pluies, des coulées de boue, donc des lares se déclenchent. C'est intéressant là aussi sur certaines sections de cours d'eau ou sur des zones d'épandage de faire de la photogrammétrie par drone, donc des vols quadrillés qui nous permettent ensuite de reconstituer par corrélation d'images une topographie très fine avant le lahar et après, s'il survient, donc à l'occasion d'une autre mission pour cuber finalement le lahar et voir aussi les impacts géomorphologiques du lahar sur la section de cours d'eau qu'on aura donc évaluée avant l'événement. Eso decía la gente como mi suegro pero decían que solo no. Je suis Stéphanie Defossé, maître de conférence à l'université Paul Valéry Montpellier 3, au laboratoire de géographie et d'aménagement de Montpellier, le LAGAM. Je suis géographe, je travaille sur la géographie des risques et des catastrophes naturelles. Et dans la géographie des risques et des catastrophes naturelles, il y a une dimension sociale à partir de laquelle je mène mes recherches. L'objectif de cette mission, c'est de venir saisir la perception des habitants de la situation de crise. Nous devions au départ venir à La Palma dans une période d'alerte, de préalerte d'éruption volcanique. Et puis le volcan est entré en éruption, nous avons maintenu la mission. Et donc nous essayons de percevoir comment la population peut vivre la situation actuelle, en sachant que des populations ont été évacuées, relogées, puisque leur habitation a été totalement détruite, et d'autres continuent à habiter aux abords de la zone d'exclusion et sur le reste de l'île, avec l'éruption volcanique en cours. On va mener ces recherches à partir d'entretiens auprès des populations rencontrées au hasard dans la rue. On essaie de cibler justement les zones qui sont aux abords de la zone d'exclusion, puisque ce sont des populations qui se situent pas en danger, mais qui quand même sont à proximité du volcan. Et essayer aussi de rencontrer les personnes qui sont évacuées. Une grille d'entretien a été établie sur leur connaissance générale du risque volcanique, sur la façon dont ils ont été évacués, où et combien de temps, comment. Et puis ensuite sur la gestion de crise, sur leur impression sur la gestion de crise, s'ils rencontrent des problèmes, s'ils ont besoin d'aide. La gestion de crise a été
en grande partie encadré par le plan d'émergencia volcanique, le P-Volca, qui est commandité par le gouvernement des Canaries et qui est principalement un plan de protection civile. C'est-à-dire qu'il s'agit, une fois que l'éruption s'est déclarée le 19 septembre 2021 à 15h10, eh bien, il y a tout un dispositif qui a été mis en place de mise en protection, d'évacuation. Et donc il y a en tout 7000 personnes qui ont été évacuées, soit des personnes directement menacées par les coulées, soit des personnes menacées par les retombées de cendres ou les émanations gazeuses. Donc sur ces 7000 personnes évacuées, la plupart, environ 80%, se sont relogées d'elles-mêmes, ce qu'on retrouve aussi sur d'autres catastrophes. Et puis 20% ont été logés, la plupart dans des hôtels ou dans des centres d'hébergement temporaires. Un an après, nous avons rencontré les acteurs institutionnels clés, les 3 maires des 3 communes qui ont été les plus touchées par l'éruption, Tazacorte, Los Llanos et El Paso. Nous avons rencontré aussi un conseiller du Cabildo de l'île, donc le conseil de l'île, et puis également la plateforme des sinistrés, ou une des plateformes des sinistrés, qui s'occupe de défendre justement les personnes qui sont en situation de relogement. Ça a été intéressant pour voir quel bilan ils faisaient de la crise au bout d'un an et quelles difficultés s'étaient posées à eux pendant cette période. Donc, ce qui ressort surtout de la gestion de la crise, c'est aujourd'hui la question de la reconstruction que nous ont posé les différents acteurs. Donc les 4 niveaux d'administration qui travaillent à cette reconstruction, c'est-à-dire les mairies, le Cabildo, donc le conseil de l'île, le gouvernement des Canaries, qui est la communauté autonome régionale en Espagne, et ensuite le gouvernement espagnol, qui chacun apporte des aides et se coordonne pour à la fois reconstruire les maisons, les routes, les infrastructures. Routes et réseaux d'eau, d'électricité qui ont été coupés par la coulée de lave. Le nombre de personnes touchées sur la population totale est encore faible sur le nombre de personnes qui ne sont toujours pas relogées. Maintenant, le principal problème, c'est quand même la relocalisation définitive, l'octroi de terres définitives et de terrains de logement définitifs aux à peu près 2000 personnes qui ont perdu définitivement leur logement. C'est le relogement pérenne de ces populations sur la zone dans un contexte émotionnel qui est encore grand. Ce qui préoccupe les acteurs institutionnels aujourd'hui et les populations, ça va être de changer la loi, donc de pouvoir modifier la législation sur les catastrophes naturelles en Espagne qui aujourd'hui est faite pour des cas de catastrophes type incendie ou tremblement de terre et qui doivent être révisées pour permettre une meilleure indemnisation des personnes, puisque là, dans le cas d'une éruption volcanique, les personnes perdent leur terrain et donc les choses le problème ne se pose pas de la même manière et l'indemnisation doit être plus importante que si les gens pouvaient récupérer leur terrain et uniquement reconstruire leur maison.